Merci de nous recevoir pour ce numéro de Disputandum consacré à ce qui sera en cours un incontournable de ces fêtes de fin d'année. Je veux parler du foie gras, véritable tradition culinaire. Il fait partie du patrimoine gastronomique protégé depuis 2006. Pour autant, le foie gras fait aussi l'objet d'un débat de société entre ceux qui défendent cette tradition et ceux qui militent pour la condition animale et qui contestent cette méthode de gavage. Alors peut-on concilier cette méthode de gavage et le bien-être animal ? Pour en parler sur ce plateau, mes invités, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Desmarais. Vous êtes producteur de foie gras à Bourgougnac dans le Lot-et-Garonne. Également sur ce plateau, Samuel Hérault, vous êtes membre de l'association L214. Et enfin, Thierry Foll, vous êtes critique culinaire, également directeur du campus gastronomique en Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous les trois. Alors on va faire un peu d'histoire, Thierry Foll, pour rappeler qu'on parle d'un mets qui est aussi vieux que la nuit des temps, puisque le foie gras, ça remonte à plus de 6000 ans. Je crois, c'est ça à peu près? Oui, absolument, à quelques années près, mais on n'en a pas de traces écrites. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Oui. Alors, un petit peu d'histoire, oui, effectivement, on a entendu dire, mais c'était sur les hiéroglyphes, qu'il y avait déjà donc, du gavage, alors non pas de canard, mais d'oie, avec les Égyptiens. Donc ça, effectivement, il y en a des traces qui sont gravées. Mais plus proche de nous, enfin, entre guillemets, moins 25 avant Jésus-Christ, un cuisinier qui s'appelait Apicius, qui était donc le cuisinier privé de l'empereur Tibère, voilà, qui lui a commencé à écrire. Et donc là, sur les papyrus, on a des recettes de foie d'oie. Et donc les oies étaient gavées avec des boulettes de graisse ou avec des figues séchées, parce que la figue était l'aliment donc qui était à proximité donc avec les Romains pour gaver donc ces animaux. Et c'est l'observation des oies, puisque c'est des animaux qui faisaient des réserves de graisse avant la migration. C'est cette observation qui a permis de voir qu'on pouvait, au fond, participer à cet engraissement. C'est l'observation des Égyptiens. Oui, c'est ça. Et puis donc ça s'est transmis, bien évidemment. Et puis il faut savoir que le peuple juif, en fait, s'est tempéré de ces recettes. Et c'est en fait le passeur de tradition. En fait, c'est les Juifs qui, pour des raisons cultuelles, ne peuvent pas consommer ni de la graisse comme le beurre ou le saindoux, avaient le droit d'utiliser donc de la graisse d'oie pour faire la cuisine. Et en fait, c'est ce peuple juif qui nous a apporté nos recettes et qui nous les ont transmises en France. Et en 1780, on trouve trace en fait de cette tradition à base toujours, je le répète, de foie gras d'oie en Alsace. Voilà, et le foie gras d'oie n'était non plus gavé avec des figues, parce que vous comprenez aisément que l'Alsace n'est pas le pays de la figue, mais avec le maïs. Il y a des régions qui sont beaucoup plus prédestinées à l'élevage du foie gras. Alors, on parlait des oies. Il n'y a plus beaucoup d'élevage d'oies, mais c'est surtout maintenant des élevages de canards, comme le vôtre, Olivier Desmarais, c'est que du canard. Hein. Au fond, on a laissé les oies, on gave que les canards aujourd'hui, pratiquement que les canards. On a délaissé les oies progressivement, et je pourrais dire que le résumé, c'est ce que mon prédécesseur m'a dit quand il m'a transmis mon exploitation il y a 16 ans. Il m'a dit « s'il y a bien quelque chose que je ne referai plus, c'est des oies. » Les oies, il faut les gaver 5 fois par jour et pendant 3 semaines. Et donc, c'est très, très long. Et en gros, avoir une vie sociale ou des oies en gavage, il faut choisir entre les deux. Ouais. Vous vouliez rajouter? Oui, ceci dit, la tradition du canard, c'est très récent, hein, c'est 20e siècle. Et en fait, le Périgord s'est emparé de cette tradition. Et on est donc venu à la tradition du gavage dans le Périgord avec le canard mulard et le canard de Barbarie. Mais ça a quoi? Ça a voilà, début du Alors, 20e. vous parliez de l'Alsace, mais on peut parler du Sud-Ouest, qui sont des terres d'élevage, de gavage. Pourquoi? Il y a des terres de prédilection. Je pense que le Sud-Ouest a développé la tradition du gavage avec l'introduction du maïs. Et le canard, à l'époque, c'était le cochon du pauvre. C'est-à-dire que la grand-mère, elle avait une canne, elle avait quelques canards qui passaient l'été, et elle allait glaner du maïs dans les champs, et à la fin de la saison, elle pouvait gaver 10, 20 canards, et ça faisait une viande grasse qu'on pouvait conserver en l'absence d'électricité et d'eau froide. Donc du sel et de la graisse pour mettre à l'abri de l'oxygène. Et donc ça permettait, pour des gens qui n'avaient pas les moyens d'élever un cochon, de disposer de protéines animales et d'une réserve de graisse alimentaire. Samuel Hérault, on va y venir. Vous êtes membre de l'association L214 qui milite évidemment pour la condition animale. Alors on va voir
tout au long de cette émission, vous n'êtes pas d'accord avec cette méthode d'engraissement. Et quand vous entendez un peu sur l'histoire, Olivier Desmarais parlait au fond de ce monde paysan qui avait besoin d'avoir des réserves. Et c'était une autre époque, c'est plus la même chose aujourd'hui. Je crois que c'est important, oui, de parler d'histoire, parce que ça éclaire aussi le présent, l'histoire, et aussi rappeler que l'histoire, c'est pas un moment figé. L'histoire, par définition, c'est un mouvement. Donc les traditions évoluent. Notre plus vieille tradition, d'ailleurs, c'est d'évoluer. On a un devoir d'inventaire sur notre patrimoine. Et d'ailleurs, M. Pfohl disait que c'était récent pour le XXe siècle. Mais en 1980, les Français ne mangeaient que 50 grammes de foie gras par an, en moyenne. Maintenant, on est rendu à 550 grammes. Donc il y a vraiment eu un phénomène très récent. Et on peut imaginer un phénomène dans les décennies à venir où, justement, ce qui était toléré autrefois ne le sera plus et qu'on interdira le gavage pour suivre le mouvement de nombreux pays. On citait donc les Juifs tout à l'heure pour la tradition du gavage. Il se trouve qu'Israël interdit le gavage notamment. Donc on voit qu'il y a un véritable mouvement dans ce sens-là, au fur et à mesure que la prise de conscience des intérêts des animaux progresse dans la société. Alors on est, il faut le dire, en pleine période de vente et de consommation du foie gras. C'est au fond une période à ne pas louper pour tous les producteurs de foie gras. Regardez ce reportage tourné dans les Landes avec Patrick Pagné et Laurent Montiel. Jean-Marie Lafargue organise les plannings de production avec les éleveurs comme Romain, qui rend visite aujourd'hui, une production de canards à cadence normale depuis le début de l'année. Au niveau de l'entreprise, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on travaille plus sur le début de l'année, sur la préparation de foie de type conserve, et la production de fin d'année est, elle, dédiée davantage à la production de foie gras cru, frais. Champion des produits festifs, quel que soit son conditionnement, le foie gras reste un produit saisonnier dont les ventes sont concentrées sur les 2 derniers mois de l'année. Et cette année, justement, une bonne nouvelle, les fêtes étant en milieu de semaine, la consommation sera étalée sur 2 longs week-ends successifs. Pour nous, les fêtes, c'est essentiel. On vend 70% de notre marchandise entre novembre et décembre. Donc la position de Noël et la position du premier de l'an, une semaine après, mais surtout la position de Noël, a une très grosse importance. Donc cette année, normalement, on devrait avoir une bonne consommation assez soutenue, et en particulier dans nos réseaux traditionnels. Fabien Chevalier, directeur de la maison Laffitte, quasi centenaire et porte-parole de l'interprofession, est à ce titre très inquiet des conséquences de la loi sur l'alimentation votée cette année, qui limite notamment pour les distributeurs les réductions à 34% sur le prix initial à l'occasion des ventes promotionnelles. C'est la mauvaise nouvelle. Ça risque d'être un petit peu perturbant pour certains de mes collègues et plus généralement sur l'ensemble de la production, et sur l'ensemble de la production nationale. Pour l'interprofession, les premiers signes négatifs sont donc perceptibles sans être réellement quantifiables. Dans une dizaine de jours, la filière foie gras devrait pouvoir chiffrer plus précisément les conséquences de la loi alimentation sur la production. Alors Olivier Desmarais, évidemment, vous êtes concerné par cette période, je disais, cruciale pour les producteurs dont vous faites partie. Ça y est, tout est emballé, tout est parti Non, on est en pleine production. La difficulté, c'est qu'on a effectivement des consommateurs qui arrivent chez nous et qui pensent qu'un foie gras, ça se fait facilement et que c'est toujours disponible. Et donc aujourd'hui, pour nous, on travaille sur commande. On a une clientèle fidèle et c'est un rush de production pour produire des produits frais, et comme dans le circuit industriel, puisque on fait effectivement nos conserves plutôt au printemps et ensuite au mois de décembre, on vend plutôt nos produits en produits frais. Mais voilà, on est en plein dedans, on gave, on tue toutes les semaines des petits lots de canards. Alors on peut savoir combien vous élevez de canards, combien vous gavez de canards. Alors sur l'année, en totalité, je gave 1000 canards. Ce qui est pas une grosse production. C'est une petite production. Je ne peux faire fonctionner mon exploitation que parce que je suis éleveur, gaveur, transformateur et commerçant. Et que donc je suis en totalité en vente directe et que donc je vais chercher la valeur ajoutée de mon produit dans sa forme finale. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences? Alors là, peut-être je peux poser la question à vous, Thierry Pfohl, sur le gavage. Peut-être pas un grand technicien, mais il y a plusieurs façons de gaver les animaux, les canards. Est-ce que ça impacte sur le foie lui-même? Ah bah oui, bien entendu que ça impacte sur le foie lui-même. Quand on a des procédés pneumatiques, oui, puis c'est un foie de toute façon qui... le foie gras qui est malade, faut quand même dire la vérité. Enfin, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il est malade à partir d'un certain stade. Dans un premier temps, c'est un organe de stockage. Donc la fonction stockage n'est pas une maladie. C'est-à-dire qu'elle est réversible.
Ce qui est embêtant, c'est quand on amène des animaux trop loin et qu'effectivement, on passe dans la phase de stéatose mais le foie n'est pas de bonne qualité dans ces conditions. Donc, ce n'est pas l'objectif du gaveur, ce n'est pas de faire un foie malade. Un foie malade, c'est un foie qui est déclassé et qui n'est pas commercialisable. Alors, on va y venir peut-être un peu dans le détail sur comment on peut gaver, quelles sont les méthodes de gavage, jusqu'où on peut gaver. Mais je voudrais, avant cela, et avant de vous donner la parole, justement, pour réagir à ce que vous entendez, Samuel Hérault, parler de votre association depuis 2008. C'est une association qui milite justement pour la condition animale, mais globalement, avec des combats justement pour défendre, au fond, et dénoncer ces pratiques, avec parfois des images, il faut dire, assez glaçantes, assez insoutenables. On va regarder quelques-uns de ces combats. Ce résumé est signé Thierry Bercot. Dès sa création en 2008, l'association L214 a dénoncé les conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Elle a commencé par des campagnes d'information pour pointer du doigt la promiscuité des poules en cage, comme ici à Angers. Puis elle s'est attaquée au gavage des oies en diffusant en novembre 2013 des images chocs tournées chez des éleveurs travaillant pour les établissements Soulard. L214 a porté plainte contre le producteur vendéen pour maltraitance animale et des chefs étoilés comme Rebuchon ont suspendu leurs approvisionnements chez Ernest Soulard. Cette affaire a donné lieu à plusieurs procès. En mai 2017, l'association s'est ensuite attaquée aux œufs Gélin à Chauchet, en Vendée, en diffusant des images de poules déplumées et pleines de poux. La justice ne s'est pas encore prononcée sur les accusations de maltraitance, mais la préfecture a considéré que l'entreprise Gélin avait respecté les normes en vigueur. Alors Samuel Hérault, on a vu quelques-uns des combats de l'association. Vous êtes évidemment très attentif à la condition animale. Alors sur la question du gavage, vous allez nous en parler, mais globalement, vous êtes présent sur tous les fronts. Oui, alors sachant que le gavage est un combat historique de L214, puisque voilà, c'était le collectif Stop Gavage qui a donné naissance à l'association L214. Et donc effectivement, on est une association, alors, ce ne sont pas nos images qui sont glaçantes, c'est la réalité qu'on montre qui est glaçante et qui est choquante. Et nous, on a pour mission d'informer le public justement sur les conditions d'élevage, de transport, d'abattage et de pêche des animaux. Voilà. Et pour stimuler le débat public sur la place des animaux dans notre société. Et c'est pour ça qu'on se concentre beaucoup sur les animaux d'élevage, qui sont les principaux concernés par les violences qu'on peut exercer sur les autres animaux. Et le gavage est un de nos sujets historiques. D'accord, mais quand on dit gavage, vous dites qu'il y a une notion de violence derrière tout ça, c'est-à-dire que vous êtes contre toute forme de gavage. Oui, il faut rappeler quand même que c'est un foie malade, c'est un état de stéatose hépatique, le gavage. Alors c'est réversible, mais comme beaucoup de maladies sont réversibles, heureusement on ne meurt pas de toutes nos maladies. Mais quand on va au-delà d'un certain stade, c'est pour ça que le gavage est une pratique violente. Si vous prolongez d'une semaine, ça devient irréversible et mortel. Mais il y a des maladies qui sont non mortelles, il y a des maladies mortelles. On passe à l'état de cirrhose. Mais la stéatose hépatique, c'est quand même un état qui est pathologique. Le foie fait 5 à 10 fois sa taille, l'animal halète, on a des diarrhées, il peut à peine marcher après une séance de gavage. Enfin, on peut pas dire que ce soit anodin. Peut-être que les oies émigrées, effectivement, elles stockent dans leur foie, mais aussi dans les tissus périphériques, puisqu'elles ont besoin de la graisse pour faire fonctionner les muscles. Mais on ne peut pas parler d'oiseaux migrateurs. Oui, vous allez pouvoir répondre, je vous en prie. Mais on ne peut pas parler des oiseaux migrateurs et associer ça au foie gras de canard, parce que la réalité en France, c'est 35 millions d'oiseaux qui sont gavés par an. 99% sont des canards mâles. Et que ce soit les barbaries ne migrent pas, les mulards sont incapables de voler. Donc là, on est un petit peu dans la légende pour donner du rêve aux consommateurs, quoi. Quelle est la législation, justement, en la matière là? Vous parliez qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Quelle est la législation sur le gavage? Non, il n'y a pas de limite. En fait, c'est la limite économique. Quel est l'intérêt de produire un foie qui ne peut pas être vendu comme un foie de première qualité? Je veux dire, pour la transformation, il faut un foie qui soit gras, c'est-à-dire qu'il fasse plus de 450 grammes, mais il ne faut pas qu'il soit trop gras, sinon il va fondre. Et à ce moment-là, ça sera un produit qui sera déclassé, qui ne sera pas utilisable. Donc l'objectif, ça n'est pas de faire un foie qui dépasse un stade physiologique normal de stockage. Mais qui reste un foie malade, comme le disait Samuel. Non, il n'est pas malade, puisque à partir du moment où vous avez un animal... Moi, j'ai des poules chez moi qui ramassent les grains de maïs qui traînent après le gavage. Quand je tue une poule, elle a le foie jaune et elle a le foie gras. Donc le stockage dans le foie, tous les animaux le font. Les morues, les requins, Je veux dire... C'est un organe qui stocke de l'énergie sous une forme qui est directement utilisable pour l'effort de la migration. C'est ça la grosse différence avec la graisse tissulaire. Pour l'effort migratoire, c'est ce qui est dans le foie, parce que c'est une graisse qui passe très vite d'une phase de stockage à une phase de déstockage et qui va très facilement alimenter l'effort musculaire. Alors que pour avoir la catalyse des graisses tissulaires, il faut au moins 48 heures de jeûne.
Alors, il y a parfois des élevages qui sont peut-être moins scrupuleux ou moins vertueux que d'autres. Est-ce qu'il y a Partout. Partout, comme partout. Je pense que pour acheter son foie, c'est important de se déplacer, d'aller chez le producteur, d'aller voir Olivier, par exemple, de voir un petit peu comment il est avec ses canards, d'aller visiter. Si c'est une exploitation qui est scrupuleuse, il n'y aura aucun problème pour qu'on nous ouvre les portes. Voilà, mais ce que je veux, c'est aussi prendre un peu de hauteur. Est-ce que le foie est malade ou pas? Moi, ce que j'observe, c'est qu'en une dizaine d'années, en fait, les gens sont beaucoup plus soucieux du bien-être animal. Moins 12% de consommation de viande en règle générale, alors que ce soit du canard ou les produits carnés en règle générale, sur les 10 dernières années. Ça veut dire que les gens préfèrent consommer mieux, se renseignent en fait sur les exploitations, la façon dont est travaillé le produit avant d'acheter. Donc il y a un acte d'achat qui est beaucoup plus responsable, enfin à mon avis. Et en fait, c'est un fait de société. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme les gens achètent moins de vin bas de gamme, mais ils vont peut-être mettre un peu plus cher dans une bouteille. Voilà, pour se faire plaisir. Et je pense que pour les produits carnés, on est absolument dans cette mouvance. Oui, c'est ça. Vous parliez de l'exigence des consommateurs sur la qualité, sans doute aussi une exigence sur la condition animale, et sans doute alerté aussi par des associations comme la vôtre, Samuel Hérault. Oui. Pardon. Non, allez-y. Est-ce que vous faites la distinction malgré tout entre les types d'élevage? Est-ce qu'il y en a qui sont vertueux? Est-ce que vous allez vous-même dans des élevages? Est-ce que vous êtes accueilli? Est-ce que vous auriez cette démarche pour, au fond, aller voir comment les canards ou les oies sont élevés? Moi, personnellement, non, j'y vais pas. J'y suis allé quand j'étais beaucoup plus jeune, mais non, nous, on va aider des lanceurs d'alerte à diffuser des images, mais moi, je ne rentre pas dans les élevages. Mais j'aimerais revenir sur l'aspect réglementaire. Il y a quand même une réglementation qui s'appuie justement sur un rapport de vétérinaire qui a été commandé par l'Europe. Donc, il y a quand même un consensus international pour dire que le gavage est une agression pour les animaux, que c'est source de souffrance. Alors, on va trouver localement en France des scientifiques qui sont liés à la filière, liés à l'INRA, qui vont dire le contraire. Mais ils ne vont pas risquer leur réputation au niveau international en soumettant ces travaux-là à un comité de relecture d'une revue scientifique sérieuse. Non, le gavage est reconnu pour être un signe d'alimentation forcée. Et d'ailleurs, la directive de 98 sur la protection des animaux d'élevage, la directive européenne, interdit normalement d'infliger une alimentation ou d'abreuver les animaux d'une façon qui crée des dommages ou des souffrances inutiles. Et la transposition en droit français de cette directive, d'ailleurs, pourrait être discutée, quoi. Mais c'est pour ça que l'ensemble des pays européens, à l'exception de 5, interdisent le gavage. Et la réalité en France, si on regarde concrètement, c'est comparé des oies et des canards tout à l'heure, voilà, 99% des animaux gavés, ce sont des canards mâles. On parlera tout à l'heure de ce qui arrive justement au caneton femelle, puisque c'est aussi l'objet de l'enquête qui est sortie aujourd'hui. Mais 90% de ces canards sont gavés dans des cages. Et si vous regardez les images, notamment, ce sont les images, toutes les enquêtes qu'on a pu faire sur le gavage, c'est ce qu'elles montrent, dans des cages collectives individuelles, vous voyez les animaux qui cherchent à fuir l'embut, qui cherchent à fuir l'éleveur. Donc non, on ne peut pas dire que les animaux courent après ça. Sinon, il suffirait de mettre des distributeurs dehors et on verrait des millions de canards courir, se gaver. On aurait des foie gras qui correspondent aux caractéristiques qui étaient données tout à l'heure, 450 grammes. Olivier Desmarais, vos canards, vous les gavez comment? Ils sont dans des cages? Ils ont Alors, si je peux me permettre, j'ai une petite photo. Il faut la montrer comme ça, là, oui. Alors, bougez pas. voilà. Oui. Ça, c'est chez moi, salle de gavage. Les animaux sont sur paille, dans des box de 12 mètres carrés, par lot de 15 à 20 maximum. Je les attrape individuellement, je les gave en fonction de leur état, c'est-à-dire que pour chaque canard, c'est un gavage particulier. Et donc, effectivement, je peux me permettre ça parce que je suis dans un système de production, transformation, commercialisation, et donc je vais valoriser la qualité de mon produit. La grosse difficulté de tout le gavage industriel, et je suis entièrement d'accord avec vous, que le gavage industriel n'est pas quelque chose de satisfaisant, mais c'est aussi le reflet du besoin de la société. Et aujourd'hui, même s'il y a un début d'évolution avec un changement de tendance des gens qui veulent consommer moins et une qualité supérieure, on a quand même le gros du marché qui s'appuie sur de la consommation de produits bas de gamme. Et la réaction qu'on a eue dans le reportage de tout à l'heure, où on a le commercial qui dit « Ah, mais on ne va pas pouvoir faire plus de 35% de remise sur nos produits, on ne va pas arriver à les vendre », c'est ça qui tue le confort animal. Parce qu'effectivement, on se met en situation de produire un produit au plus bas coût, au détriment du confort humain, parce que je vous garantis que j'aimerais pas être gaveur dans la salle de gavage que vous avez montrée, hein, et que moi, je pense à celui qui gave, parce que tous les matins, moi, j'y vais dans ma salle de gavage, hein, et ben, depuis que j'ai repeint, c'est plus sympa. Et le confort des animaux, c'est sympa pour aussi... les canards aussi. Bah, en tout cas, pour moi, pour le canard, je ne sais pas, mais d'une manière générale, ce n'est pas un travail simple. Hein, et il
je veux dire, il y a quand même des gens qui le font et qui ne le font pas par choix. Et moi, je pense qu'il faut effectivement s'intéresser au confort des animaux, mais il faut aussi penser aux gens qui travaillent dans ces systèmes-là. Ouais. Au niveau commercial, ça a beaucoup évolué en fait, le business en fait autour du foie gras et du canard en général, parce qu'il y a une trentaine d'années, c'était vraiment du produit de luxe, voilà, et là, on se rend compte que la production en fait a été, on arrive à trouver des produits bas de gamme qui arrivent en fait des pays, Pays de l'Est, pays de beaucoup, l'Est, voilà. Donc là, on ne contrôle pas le pays de l'Est. On est sûr d'une chose. On sait ce que c'est la même chose que chez nous. C'est les grands groupes coopératifs, de toute façon, qui ont délocalisé les structures de gavage dans des endroits où la main-d'œuvre était moins chère et les droits sociaux moins bons. Et de toute façon, les filières industrielles de gavage ont été montées par les coopératives céréalières. Elles n'ont pas été montées par les éleveurs. D'accord. L'objectif, c'est de trouver un écoulement à des volumes de maïs et à valoriser des céréales. Je vous repose la question sur 1 000 euros parce qu'on entend Olivier Desmarais, qui est producteur, qui parle au fond de son métier avec beaucoup de passion et de respect sans doute de l'animal. C'est pas, au fond, contestable quand on l'écoute. Est-ce que malgré tout, vous ne faites pas la distinction entre ce type de production et puis cette production industrielle là qui méprise les animaux et ne s'embarrasse pas de considération? Vous faites malgré tout ou pas du tout? Moi, déjà, je ne vais absolument pas remettre en question la sincérité de la démarche de M. Desmarais, bien sûr, mais dans ce que vous me racontez, moi, je reconnais des choses qui m'ont été dites par des lanceurs d'alerte, justement, sur des parcours personnels. Et je pense que quand on s'engage sincèrement à vouloir réduire la souffrance des animaux, il y a des conséquences logiques, qu'on arrive à des étapes où il y a certaines pratiques... Est-ce que vous pourriez travailler, justement, avec les éleveurs pour essayer, justement, de trouver un juste milieu? Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que ce type de démarches vont forcément conduire où la personne a son nom, que le gavage, c'est quelque chose qui doit être interdit. Et c'est ce type de personnes qui viennent vers nous parfois comme lanceurs d'alerte pour dénoncer ce qu'elles voient et qui n'est pas toujours dans un contexte industriel. On a aussi fait des enquêtes sur l'abattoir de Moléon, du Vigan qui était bio, certifié label rouge, etc. Et donc, ce qu'il y a, c'est que ces démarches-là vont parfois servir justement aussi à être mises en avant par la filière pour cacher l'immense réalité du gavage, où 90% des animaux sont gavés dans des cages, parce qu'on va mettre en avant cette initiative. Et je voudrais aussi insister sur le fait que même si quelqu'un essaie d'être le plus vertueux possible, de faire le maximum d'efforts dans son exploitation, eh bien, vos canards, il faut bien que vous les achetiez à un fournisseur. Ils viennent forcément d'un couvoir. Et dans un couvoir, on fait naître des canards, il y a des mâles, il y a des femelles. Les femelles ont un foie qui ne va pas correspondre au goût du marché, qu'on soit dans l'industriel ou dans le terroir. Et ces femelles-là, on sait quelles sortes elles connaissent. C'est 16 millions de poussins qui sont jetés. On précise juste pour préciser, les femelles sont pas... On ne peut pas gaver les femelles. On peut gaver les femelles, c'est juste un problème d'objectif commercial. C'est-à-dire que le foie de la canne dispose d'un réseau veineux qui est superficiel. Et donc, ça ne fait jamais un foie de première qualité. Et donc, ce foie alimente forcément la filière des sous-produits. Or, la filière des canards mâles produit des foies de première qualité, mais aussi des sous-produits. Et donc, au départ... Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces femelles? Au départ, ces canettes, elles étaient exportées justement dans les pays de l'Est, où elles étaient gavées spécifiquement avec des embucs spéciaux, parce qu'elles ont une tête plus petite, donc on ne peut pas gaver des femelles et des mâles avec le même outil. Et c'était des produits qui... La profession s'est rendue compte que faire gaver ces canettes à l'étranger pour venir inonder le marché français avec des sous-produits, ça bloquait l'écoulement des sous-produits du marché national. D'accord ? Donc, il y a 30 ans, effectivement, a été votée l'interdiction de l'exportation des canettes. Et donc, comme aujourd'hui, on ne sait pas sexer les œufs, ça commence sur les poules, on ne sait pas sexer les œufs avant l'éclosion, on fait un sexage manuel des canards. Et effectivement, les canettes sont euthanasiées avec plus ou moins bien de bonheur. Ça, je n'en discute pas. Mais effectivement, tous les mâles alimentent les filières de gavage industriel ou comme la mienne. La seule différence, c'est que moi, je prends ces canards, au lieu de les élever 11 semaines, je vais les élever 17-18 semaines, jusqu'à 22-23 semaines, et je vais les gaver des canards adultes, avec une viande mature. Tandis que dans la filière industrielle, on va avoir des canards qui sont des poussins, en fait. Ils ont juste fini de grossir. Et là, effectivement, la génétique a été sélectionnée pour qu'ils aient la meilleure réponse possible au gavage. Et en 10 jours, 11 jours, avec une pâtée, une farine et des pompes pneumatiques, on va effectivement produire 450-500 grammes de foie gras sur un canard qui va faire 5 kilos. Et ça, y compris en France, là aussi, c'est des méthodes qu'on pratique aussi en France? Bien sûr, je veux dire, c'est... Après, vous avez tous les systèmes. Vous avez le système qui a une vocation économique la plus forte, c'est-à-dire gavage à la soupe,
avec des canards ultra jeunes et des souches légères pour qu'ils aient des indices de consommation les plus faibles possibles, et des conditions où on fait travailler des gens à façon. C'est-à-dire que vous avez des éleveurs qui sont en intégration, on leur fournit l'aliment, les canards, eux, ils ont le bâtiment et le risque. Donc ça, c'est le schéma le plus déplorable. C'est beaucoup de Portugais qui ont des étapes de gavage comme ça et qui, tous les mois, rentrent 1000 canards et au bout de 15 jours, ils nettoient le bâtiment, ils font 2 jours de vide sanitaire et après, ils remettent... Donc là, pour le consommateur, parce que je fais une petite aparté, pour le consommateur, on le voit comment ces différences? Parce qu'il y a des IGP, des... Ah ben la qualité du produit, sans aucun doute, oui. Bien sûr. La qualité du produit, le poids des magrets. À la cuisson, tout de suite. Non, ce sont des produits qu'on ne peut pas trouver sur les marchés locaux, ceux-là on peut les trouver sur les marchés locaux, ces foie gras? Alors, a priori, ces foie gras, ils sont dans des filières industrielles, c'est-à-dire ils sont dans des chaînes de transformation et ils se retrouvent normalement pas sur les marchés parce qu'a priori, ce sont plutôt des petites exploitations. Moi, je fais partie des... Mais qui sont dans la région ou qui sont extérieurs de la région? Dans le Lot-et-Garonne, il y a 45 gaveurs, transformateurs... Industriels? Non, production directe. Après, c'est... Enfin, c'est pas le Migor, c'est en Dordogne. Dans les Deux-Sèvres, il y en a beaucoup. C'est 25 000 canards par jour quand ils abattent. Bon, chez moi, c'est 20 canards par jour. Différence. Oui, vous voulez réagir? Oui, pardon, on est à la veille de Noël, mais je m'attaquais à un deuxième conte de fées. Donc le premier, c'était l'histoire des canards mulards migrateurs. Le deuxième, c'est de dire qu'au goût, à la qualité du produit, on va deviner si l'animal a été bien traité ou maltraité. Ça, c'est un peu quelque chose qu'on se raconte pour se rassurer. Il y a d'ailleurs des pays, culturellement, où on a la croyance inverse et on dit qu'il a meilleur goût s'il est maltraité. Mais par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de 2 abattoirs, Mauléon et le Vigan. Mauléon servait de l'agneau sur les meilleures tables parisiennes, donc où des gens avaient les moyens, des gens qui avaient le goût, une certaine culture gastronomique, avaient les moyens de se l'acheter. Personne n'a jamais dit cette viande n'est pas bonne, les animaux doivent être maltraités. Pourtant, on a fait état d'actes de maltraitance qui ont scandalisé l'ensemble du pays. Donc on ne peut pas se fier à son goût. Après, on va parler des appellations ou autres. Là, ce qu'on a montré ce matin, c'est-à-dire que ce site, le domaine de la Pérouse, il est lié au lycée agricole de Périgueux. Alors ça, ce sont des images que vous avez mises sur votre site là, récemment. Voilà, oui, suite à... Donc là, on parlait justement des animaux, des mâles et femelles. C'est pour revenir aux appellations, parce que c'est certifié IGP, foie gras du Périgord, donc ce qui est quand même une appellation prestigieuse. Et pourtant, on voit que les canettes, enfin les canetons femelles sont depuis 1985 été jetées dans les bacs d'équarrissage, mouraient asphyxiés ou écrasés par leurs congénères, mouraient de faim. Certains, normalement, sont jetés dans les broyeurs. Il y avait ces pratiques-là. On voit comment c'est pratiqué l'élevage. C'est un lieu quand même qui fournit justement en canard à gaver toute la région du Périgord, où sont formés des gaveurs, des accouveurs. Et là, on a comme une belle étiquette, IGP foie gras du Périgord. Ils ont même eu la médaille d'or du concours agricole en 2019 pour leur foie gras. Donc ça veut dire que les meilleurs palais ont dit ce produit est excellent. Et bien quand on voit comment ils sont traités les animaux, on peut se dire que le palais et ni la certification ne sont pas des indicateurs de respect des animaux. Voilà. Je ne pense pas que le palais des dégustateurs soit en cause, mais plutôt l'objectif publicitaire, parce que je pense que l'attribution des médailles dans ce contexte-là, c'est peut-être un petit peu discutable. D'ailleurs, on en demande le retrait. Oui, justement, sur cette question, je voudrais faire agir Thierry Paul, puisque vous êtes, il faut bien dire, directeur du campus gastronomique Nouvelle-Aquitaine. Donc, sur ce que vient de dire Samuel, alors, il faut dire que c'est un élevage qui est affilié à un lycée professionnel. Un lycée agricole, oui. Agricole. C'est quand même un peu inquiétant, non ? D'où l'importance, en fait, pour que les jeunes, en fait, puissent avoir leur libre arbitre et puis pouvoir aussi alerter par rapport à ce genre de pratiques. Parce qu'effectivement, j'ai vu le reportage ce matin et il faudrait ne pas être sensible pour réagir. Ça, c'est évident. Voilà, c'est des choses, je pense que c'est des pratiques qu'il faudra abolir, c'est certain. Mais après, il ne faudrait pas non plus que ce soit le lycée qui cache la forêt des établissements vertueux qui font du maraîchage, qui font de l'élevage, qui font du fromage et qui pratiquent les choses comme elles doivent être faites, c'est-à-dire dans le respect de l'animal, des traditions, et puis aussi dans des pratiques contemporaines. Donc je pense qu'il faudrait aussi prendre en ligne de compte les choses qui sont faites correctement dans le domaine. Ouais. Voilà. Et pour rebondir sur ce que disait monsieur, sur la qualité de la viande à une table, il ne faut pas confondre ce qui est la partie élevage et la partie abattage, transformation. On a 2 combats différents. Moi, je ne connais pas d'éleveurs qui sciemment maltraitent des animaux parce que c'est contre-productif, absolument. À la fois sur le plan philosophique et à la fois sur le plan économique. Donc, effectivement, moi j'ai eu... Parce que votre action, elle est intéressante, mais elle pose aussi un problème, c'est-à-dire qu'elle est en train de miner
le terrain sous les pieds des gens comme moi qui essayent de travailler correctement. J'ai eu un contrôle vétérinaire justement il y a 3 jours, il y a 3 semaines plutôt, uniquement sur la partie protection des animaux. Et on a un arsenal de mesures qui nous sont proposées où la seule justification des services, c'est de dire, vous comprenez, avec la L214, il faut qu'on se protège. Alors on nous donne une obligation de moyens et on ne nous donne pas une obligation de résultat. Et moi, on m'a déclassé ma classification de très satisfaisant à satisfaisant parce que je n'ai pas de mode opératoire pour aller de ma salle de gavage qui est à 5 mètres de ma salle d'abattage, je n'ai pas de mode opératoire normalisé. C'est-à-dire il faudrait que je décrive tout ce qui peut arriver au canard entre le moment où je l'attrape et le moment où je l'amène à l'électronarcose. D'accord ? Et on a même poussé le vice jusqu'à me demander et s'il y a une tempête qui arrache le toit, qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors là, c'est-à-dire, si dans les modes opératoires normalisés, il faut que je prévoie Fukushima. Et ça veut dire que les services vétérinaires, c'est ça, hein, qui sont un peu dépendants des pressions des associations comme L214. Ils sont sous pression, c'est-à-dire qu'en gros, ils traduisent par un arsenal de mesures qui sont réfléchies pour les acteurs industriels et qui, retransmis à l'échelle des petites exploitations comme les nôtres, c'est une aberration à la fois technique. On me demande de nommer un responsable de la santé animale, ça sera moi. Un responsable de l'abattage, ça sera moi. Un responsable sanitaire, ça sera moi. Et on me demande de tout enregistrer. Ceci dit, en l'espèce, je crois plutôt que c'est la lecture de la loi sur l'alimentation, entre autres, et des précédentes, qui font que c'est la mise en musique, en fait, la législation qui entoure, en fait, le bien-être animal et les bonnes pratiques. C'est pas L214 qui fait pression sur les services de l'État pour aller intervenir. Ça s'est traduit comme ça. Et vous avez des agents des services vétérinaires qui disent « mais vous comprenez, il faut qu'on se protège ». Ceci dit, Olivier, je pense que ces choses-là, c'est aussi pour aller dans le bon sens. Je pense que c'est pour contrecarrer les gens qui font vraiment des abus et il ne faut pas se voiler la face. Et je pense que c'est une belle mise en musique et le fait de faire appliquer les textes. Alors on va faire réagir Samuel Héroux sur ce que vous avez dit, mais pour rester avec vous, au fond, est-ce que vous dites on est un peu victime à la fois des services vétérinaires qui sont un peu contraints sous la pression des associations, et donc ça s'applique davantage, ça devrait s'appliquer davantage à ceux qui ne sont pas vertueux dans l'élevage et donc ces éleveurs industriels. Est-ce que au fond la profession ne devrait pas elle-même clarifier la situation et faire le ménage et dire au fond c'est chez nous et alors la difficulté de notre profession, c'est que les petits éleveurs, on est par nature pas organisés. Alors, pour moi, c'est dommage parce que j'ai passé mon autre vie professionnelle à travailler sur des organisations professionnelles. Mais quand on est sur toute la chaîne production, transformation, commercialisation, tous les autres sont des concurrents. Et puis, on a énormément de travail, donc c'est compliqué d'être dans une vie syndicale à cette échelle-là. Et ceux qui représentent la profession, ce sont finalement que les grosses structures, en fait. Donc là, c'est très compliqué pour nous d'intervenir et de trouver des solutions parce que, de toute façon, même si la proportion, je dirais, d'acteurs cohérents et légitimes est bien plus forte chez les petits agriculteurs, il restera toujours, je n'en disconviens pas, des gens qui, pour des raisons X ou Y, vont avoir des comportements aberrants. Alors que le consommateur aurait tout à gagner à ce qu'il y ait un syndicat et que les petits producteurs qui font les choses plutôt correctement puissent bénéficier d'un label, mais aussi pour les filières viande, par exemple, où on pourrait imaginer en fait avoir un certificat de bonne pratique. Ça pourrait se faire en bonne entente. Je pense qu'il y a vraiment des choses à imaginer parce que dans les instances représentatives, effectivement, on a les gros industriels qui sont là parce qu'ils ont les moyens de déléguer quelqu'un. Et puis, je pense que ça sert aussi à museler tout le travail qui est fait. En amont. Ouais. Samuel Hérault, vous entendez ce que dit Olivier Desmarais. Est-ce que fond le combat vertueux qui est celui que vous menez ne peut pas engendrer ou provoquer des effets pervers, comme le dit Olivier Desmarais ? Mais je crois que M. Paul a apporté un éclairage. C'est aussi que pendant très longtemps, tout un volet de la législation que devaient faire respecter les services vétérinaires était complètement occulté. C'était la protection animale. Nous, on l'a clairement vu dans les abattoirs. Ils se concentraient sur les aspects sanitaires où les sanctions et risques légaux ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, en amenant peut-être ce sujet sur la place publique,
publics qui sont sentis peut-être obligés finalement de faire leur travail dans un contexte comme d'autres services publics, des réductions de postes, réduction de moyens, ce qui n'est pas évident. Après, nous, de notre côté, on n'a pas tout à fait la même... C'est pas évident que les services vétérinaires passent à côté de beaucoup c'est-à-dire qu'on les met dans des situations où parfois il faut qu'ils fassent des choix et autrefois, clairement, la protection des animaux, c'était pas important. Donc c'est ça qui passait à l'as. Et puis c'était pas forcément la partie la plus agréable à contrôler. Voilà. Mais ce qu'il y a, par contre, c'est que nous, ces images qui nous étaient transmises par un lanceur d'alerte donc au lycée agricole Périgueux, dès qu'on en a eu connaissance, puisqu'il y a des actes qui sont manifestement illégaux, ces poussins, enfin ces canettes femelles qui sont jetées dans le bac et qui meurent de faim ou qui meurent écrasées par leur congénère. Un poussin d'un jour, il pèse 50 grammes, il va pas mourir de faim. Et de déshydratation, écrasé, étouffé, asphyxie, comme vous voulez. Non, il n'est pas. Non, il y a normalement une indication qui exige justement. Vous parliez d'euthanasie tout à l'heure. Laisser un animal suffoquer, ce n'est pas une euthanasie. Degrés, et donc, nous, on a transmis, on n'a pas eu de nouvelles des poursuites pénales ni du rapport d'inspection. Par contre, on a appris plus tard justement que c'est depuis 1985 que ce couloir n'était pas équipé. Il n'avait pas les machines qui sont requises. Alors que faisait la direction, la DDPP, la direction départementale de la protection des personnes, que faisaient les services vétérinaires? Je pense qu'il y a une longue tradition aussi de complaisance vis-à-vis de certaines pratiques et de non-respect de la réglementation. Et peut-être que maintenant, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a une partie de la société croissante qui veut qu'on respecte les animaux, qu'on les traite différemment, et que là, ils sont un peu démunis, ils ne savent pas par quelle boule prendre. Alors peut-être que ça renvoie aussi ce signal-là à la profession. Mais par exemple, si on revient sur le gavage, il y a quelques années, les derniers sondages disaient 40% des Français souhaitaient interdire cette pratique. Maintenant, on en est à 60%. Et on voit qu'on a un mouvement croissant comme ça sur un certain nombre de sujets. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe justement à voir que les Français sont contre, mais que la production, ils consomment et consomment plus de foie gras? C'est ce que l'on disait en début d'émission. En fait, la tradition, en fait, arrive aussi à prendre le dessus. Il y a la tradition. Pardon, excusez-moi. Non, mais je pense qu'il faut aussi faire la part des choses. Non, mais c'est pour relever ce paradoxe que vient de souligner Samuel Hérault, c'est qu'au fond, dans les sondages, les Français sont plutôt maintenant pour la condition animale, mais qu'en même temps, en termes de consommation, on voit que le foie gras est plutôt un produit qui est de plus en plus consommé. Ce paradoxe, vous l'expliquez comment? Oui, parce qu'il y a de plus en plus de produits en fait qui sont entrée de gamme et puis où en fait le prix, on arrive à trouver du foie gras au même prix qu'un. Oui, donc là, on ne se soucie pas de la condition animale. On veut dire que les Français, c'est le prix. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de que le foie gras redevienne un produit de luxe, faire bénéficier en fait des gens consciencieux qui font leur travail correctement et peut-être en consommer moins, parce qu'effectivement on voit bien que la tradition de consommation du foie gras est quelque chose qui a plutôt tendance à augmenter, je crois, d'après ce que vous avez dit. La quantité moyenne par habitant a même été multipliée par 10 en l'espace de 30 ans. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a toujours, apparemment, selon les études, 40%, je crois, des Français qui disent refuser de manger du foie gras, justement pour des raisons éthiques, ce qui est quand même plus important que ce qu'on pourrait croire. Et finalement, dans les ménages qui consomment du foie gras, je pense que M. Desmarais connaît mieux que moi, la plupart vont faire un ou deux actes d'achat dans l'année au moment des fêtes. Il n'y a vraiment qu'une petite frange de la population qui va consommer ça comme un produit vraiment quotidien, alors que ça n'a jamais été un pilier de la nutrition, le foie gras. Et quant à le paradoxe qu'il peut y avoir entre les actes de consommation qu'on a et nos convictions, il y a aussi la question du pouvoir d'achat. C'est vrai que, par exemple, on nous demande, en tant que consommateur, on a une certaine latitude dans les grandes surfaces ou les épiceries, mais en tant que contribuable, on n'a finalement pas de latitude de savoir où va l'argent public pour aider, par exemple, l'agriculture, qui est un secteur très subventionné, à s'orienter vers telle ou telle direction. On n'a pas de latitude en tant que contribuable. En tant que citoyen, on a peu de latitude quand même sur les lois. Oui, l'agriculture, secteur très subventionné. Il n'y a pas une subvention qui rentre en agriculture qui ne ressorte pas pour aller alimenter l'industrie ou tout ce qui est périphérique à l'agriculture. Je veux dire, à chaque fois qu'on subventionne quelque chose, ça coûte de l'argent à l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on lui met une norme, on lui dit on va vous subventionner à 40%. Comme c'est subventionné, les fournisseurs augmentent les prix. Et au final, on ne peut pas se débrouiller à faire les aménagements nous-mêmes parce que si ce n'est pas validé, si ce n'est pas exactement dans les normes certifiées par X bureaux d'études, on ne peut pas le mettre en œuvre. Et quelque part, on se retrouve à avoir des gens qui ont des subventions, on dit c'est des subventions à l'agriculture, mais c'est des subventions au système industriel en amont. Mais je ne conteste pas, l'agriculture n'est pas en silo, c'est égal à l'économie. Je ne conteste même pas le principe des subventions. L'agriculture, c'est un secteur stratégique pour le territoire, pour l'alimentation, pour la culture. Ce que je conteste, c'est qu'on peut orienter les subventions vers une direction ou une autre. Et les citoyens ne sont pas directement consultés pour ça. Par exemple, autrefois, il y avait ce qu'on appelait les restitutions. Et c'était des subventions pour exporter justement du poulet industriel vers d'autres destinations dans le monde. Ce n'est pas quelque chose que forcément les citoyens auraient approuvé. Ce n'est pas forcément le modèle agricole qu'on veut développer en France. Samuel, pour bien comprendre, vous voyez qu'on
conditionne les subventions, au fond, au côté vertueux de la subvention. C'est-à-dire que les subventions soient données en conséquence et en conscience. Et qu'on interroge les Français sur la destination de ces subventions. Par exemple, oui. En tout cas, voilà, on ne peut pas juste dire aux gens, voilà, puisque vous achetez ça, c'est ça que vous voulez. Non, on est quand même relativement peu consulté pour l'élaboration des lois et on n'est pas consulté pour l'attribution des subventions. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est faire justement stimuler le débat public sur la place des animaux dans la société et que la société avance dans le sens où veulent aller les gens. Et là, il y a un certain nombre de pratiques que déjà une immense majorité de Français veulent voir supprimer. Par exemple, l'élevage en cage des poules, 90% des Français sont contre. Les mutilations des cochons, les Français veulent les supprimer. Donc voilà, qu'on mette les moyens et la force publique dans le sens où veulent aller les citoyens. Sur cette question qui est fondamentale, est-ce qu'on a dépassé le foie gras? Mais c'est vrai que cette agriculture, cet élevage intensif, dont Samuel Hérault fait état, avec ces poules qu'on voit dans des cages. Est-ce qu'au fond, on ne doit pas changer de modèle Alors, on pourrait changer de modèle, mais le français est un peu schizophrène si la majorité des Français pensent ça. Parce qu'il y a 45 ans, le budget d'alimentation du français, c'était 45% de son budget. Aujourd'hui, on est à quoi? À moins de 10% du panier alimentaire. Et donc, la principale préoccupation de tout le monde, là, c'est d'avoir tout moins cher. Donc c'est de la daube, parce que c'est produit soit à l'extérieur, dans des conditions qui ne sont pas contrôlées. Et moi, je pense qu'il faut faire attention de ne pas détruire le système de production français, parce que lui, au moins, on peut le contrôler. Et que là, au rythme où on va, dans plusieurs secteurs, je vais dire, je suis agriculteur, mais ma femme est technicienne agricole et elle voit du monde dans le secteur. On voit qu'on est en train de casser le système de production français en imposant des normes plus, et justement en laissant entrer des produits qui ne sont pas soumis à ces contraintes-là. Que ce soit dans la production légumière, que ce soit dans la production fruitière, que ce soit dans la viande. Donc, moi, j'ai dit, il faut faire attention, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Et effectivement, compte tenu des mouvements sociaux là, qu'on a depuis un certain temps, la principale préoccupation, c'est consommer plus quand même. Alors moi, je ne partage pas cet avis du tout. Moi qui suis beaucoup sur les marchés et qui vais beaucoup me balader. Particulier, attention. Non, mais je vois les générations. En fait, c'est intergénérationnel parce que je vois les jeunes générations qui commencent à faire leurs courses au marché, qui ont contact directement avec le producteur, le maraîcher, qui sont en demande de produits bio et juste faits à côté de chez eux. Et pour l'élevage, c'est exactement pareil. Où les jeunes sont là, sur les marchés, fréquentent. Alors moi, c'est peut-être les gens que je fréquente au quotidien, mais... En termes de proportion, je pense que le mouvement est là, alors, vous avez raison. Mais en proportion, aujourd'hui, la grande masse des consommateurs... Bon, pareil, des mentalités qui changent. Alors, il n'y a pas seulement, au fond, les associations qui militent contre la consommation de foie gras. Certaines villes, notamment aux États-Unis, la dernière en date, c'est New York, a interdit la vente et la consommation de foie gras. Alors, c'est une décision qui interpelle, et notamment en Dordogne, où on produit pas mal de foie gras. Regardez ce reportage de Bertrand Lasséguette et de Christelle Arfel. À la veille d'Halloween, Éric Requier s'est fait peur en apprenant la nouvelle. Dans le foie gras depuis 35 ans, il ne comprend pas la décision des élus new-yorkais. Je trouve ça totalement ridicule. Totalement ridicule. Je pense qu'on devrait laisser le libre choix aux personnes de manger du foie gras ou de ne pas en manger. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Cette interdiction ne menace pas directement la filière française. Il y a peu d'exports vers les États-Unis. Ce qui est en jeu, c'est la progression dans les esprits de la question du droit des animaux. New York, après la Californie, a décidé de bannir le foie gras à cause du gavage et de l'action des militants de la cause animale. Ces oies ne passeront pas la fin de l'année. Lundi, elles ont subi leur premier gavage, un cycle de 6 semaines, durant lequel leur foie va grossir démesurément avant de finir sur les tables de fin d'année. Troisième génération d'éleveurs sur cette ferme, Albin s'inquiète de la progression des discours contre les élevages, que ce soit les palmipèdes, les cochons ou les veaux. Il y a un lien qui n'existe plus avec l'agriculteur et le paysan. Et ce lien, il faut qu'il se recrée à travers des visites de ferme. Je veux dire, il faut que les gens s'intéressent vraiment. Et ça vient quand même, c'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent de plus en plus, qui reviennent vers des produits locaux, qui reviennent sur voir le consommateur, qui reviennent directement, comme on dit, de la fourche à la fourchette, pour savoir comment est fait le produit. Et ça, c'est très important. À Sorges, les curieux peuvent assister au gavage et juger par eux-mêmes. En dehors des États-Unis, d'autres pays comme le Danemark, la Grande-Bretagne ou l'Australie interdisent déjà la production de foie gras. Alors Samuel Hérault, vous avez des alliés là de poids, la ville de New York, certains pays, donc ça vous conforte dans l'idée que c'est un combat légitime qu'il faut mener. Comment vous jugez ces villes qui s'opposent aujourd'hui à la consommation, villes et même pays?
Ça fait partie du même mouvement mondial. Enfin, l'ensemble des pays européens, à l'exception de 5, dont la France a interdit le gavage. Il y a d'autres pays dans le monde qui ont interdit le gavage. Et on est sur une deuxième phase où des pays vont directement interdire le foie gras. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, quoi. Enfin, on voit l'évolution des mœurs dans la société française, on le voit ailleurs dans le monde. Il faut vraiment que l'État s'interroge sur l'avenir de la filière en France, parce que le gavage a des chances d'être une pratique qui est condamnée. Elle est condamnable, et elle sera probablement condamnée par notre société dans quelques décennies. Condamnable, ça c'est votre point de vue, ça. Oui, c'est mon point de vue. Vous avez le point de vue opposé pour discuter. Condamnable, justement. C'est quand même grave. Hein. Mais ce que je dis, c'est qu'elle sera. Vous pouvez l'envisager comme hypothèse que c'est une pratique qui sera probablement condamnée par notre société un jour et interdite. Pour et il faut pour ça. Pas, donc... elle était même inscrite au patrimoine gastronomique depuis 2006. Ça peut aussi changer. Les Américains, ils font rigoler, là. Ils interdisent le gavage, mais quand on voit les images là, sur les parcs d'engraissement des bovins où ils ont sélectionné des Escherichia coli à leur donner que de l'ensilage de maïs et à les laisser dans des trucs complètement pelés, je veux dire, ça c'est quand même pire. Vous verrez que les mouvements qui militent pour interdire le foie gras à New York sont aussi des personnes qui sont engagées contre ce type d'élevage. Et que justement, quand ils commencent à vraiment les montrer, à sortir des images aux États-Unis, il y a plusieurs États qui ont, et peut-être il y a des gens qui en rêvent en France, qui ont sorti des lois répressives pour interdire de diffuser des images sur la réalité de l'élevage. Donc le débat que vous voulez, qui ait lieu aux États-Unis, il a été interdit par des gens qui se sont attaqués aux associations de défense des animaux. Donc soyez solidaires des associations de défense des animaux. Et nous, ce qu'on demande, c'est que l'État doit anticiper, parce qu'actuellement, là justement, il y a une convention européenne de la protection des animaux d'élevage, qui donc recommande aux pays qui pratiquent encore le gavage en Europe de chercher des alternatives. Alors moi j'ai fait que des courtes recherches là-dessus, j'avoue quoi. Mais j'ai vu une page du ministère de l'Agriculture où j'étais très fier d'avoir dit on a mis 62 000 € pour chercher des alternatives. Voilà. Alors qu'on se souvient de la crise. Oui, on se souvient de la crise, la grippe aviaire il y a 2 ou 3 ans. Et il y en aura d'autres. Ça reviendra. L'élevage avicole va être régulièrement en difficulté, notamment de ce côté-là. Il y a 300 millions qui ont été mis sur la table. Donc on est sur un ratio de 1 à 5 000. Donc si l'État n'envisage absolument pas qu'un jour les acteurs de l'élevage avicole et du gavage devront peut-être faire autre chose, eh ben, il est normal que les éleveurs s'inquiètent. Mais ce n'est pas nous le bouc émissaire. C'est la société qui évolue. En fait, on peut prendre aussi de la hauteur et dire que la consommation de hamburgers en France, c'est 17 millions par jour. Et qui est en progression en fait de 5 à 6% tous les ans. Donc ça va bien s'arrêter un moment. Et ces hamburgers sont consommés dans des chaînes de fast-food, grande distribution. On peut aussi se poser la question sur la qualité de l'élevage et d'engraissement en fait des bovins pour fabriquer en fait cette viande, ce minerai. Moi, ça me pose un problème, effectivement, ça me pose un problème de société. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre société ? Est-ce qu'on milite pour la loi Egalim qui est sortie et qu'on met en place depuis le 1er novembre, c'est-à-dire avec, sur la restauration scolaire, un repas végétarien obligatoire par semaine ? Est-ce que c'est en corrélation, en fait, avec la consommation de viande bovin et la consommation de hamburgers dans notre pays ? Alors moi, je mets ça dans la balance. Moi, j'ai trouvé ma réponse. C'est-à-dire ? Je trouve que quelque part, il y a une incohérence là-dedans, dans ce système. Alors, une incohérence, une hypocrisie, il faut en sortir. Alors, vous parliez, vous, plutôt de faire du foie gras un produit de luxe, mais ce qui ne résout pas le problème, j'ai bien compris, de l'association L214. Donc, ça veut dire que, à terme, c'est un élevage qui est condamné. On voit que certains pays le font. Est-ce que monsieur Desmarais, vous avez peur, justement, que ça fasse boule de neige quand vous voyez ces villes, ces grandes villes, ces pays qui interdisent ? De toute façon, c'est à une échéance relativement lointaine. Moi, je suis quand même assez pour la liberté d'une manière générale. Donc, qu'on fasse les choses en respectant le bien-être animal le plus possible. Mais je pense qu'il y a quand même, s'il y a des combats dans le monde, je veux dire, il y a beaucoup d'humains qui souffrent beaucoup plus, qui mériteraient aussi qu'on leur consacre pas mal d'énergie. Hein ? Là, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais je veux dire, à un moment donné, voilà, on a des migrants qui meurent dans la Méditerranée, hein, on en a partout qui fuient des zones difficiles. Il y a plein d'endroits du monde où on peut avoir aussi une action super positive au profit des gens. Et je pense que, voilà, c'est pas deux trucs qu'il faut opposer, mais quelque part, je dis qu'il faut faire attention parce que derrière ces animaux, souvent il y a des gens. Il y a un tissu économique. Une filière. Hein, il y a pas forcément une filière, mais un tissu économique. Moi, pendant 2 mois de l'année, j'emploie 4-5 personnes sur ma petite exploitation. Là, dans le mois de décembre, effectivement, il y a 3-4 personnes qui s'agrègent autour de moi. Et c'est du travail temporaire, mais ça fait vivre les campagnes. Hein ? Et n'oublions pas que l'agriculture... Parce que si on pousse le truc aussi loin que ça, à un moment donné, on va dire plus d'élevage.
Mais il n'y a pas d'agriculture sans élevage. Et il y a plein d'endroits où on ne peut pas survivre de l'agriculture s'il n'y a pas d'élevage. Donc les formes sont plus ou moins intensives, mais le problème, ce n'est pas l'élevage, le problème, c'est le traitement industriel. Mais c'est sans gavage, là, ce n'est pas une question d'élevage. Enfin, mais le gavage, après, je veux dire, on va éliminer le gavage, mais demain, on va dire, ah ben non, attendez, les animaux, ils souffrent tout le temps à partir du moment où on leur demande d'être productifs. Si on n'est pas d'accord avec le principe de base qu'un animal est élevé pour être abattu et pour être consommé, effectivement, là, on remet en cause tout le modèle agricole français. Ouais, enfin, sans pour autant faire un amalgame. Oui, mais je veux dire... fais une grande différence entre un éleveur qui a un tout petit cheptel et qui fait vraiment attention à ses animaux et... Sauf qu'aujourd'hui, on est en train de les faire disparaître. Mais de toute façon, je pense que c'est le consommateur qui va être juge là-dedans. Voilà, par rapport à la qualité et par rapport à ses modes de consommation. Sauf que vous savez bien que c'est pas possible. On n'arrive pas à faire survivre les petites exploitations. Seuls des gens qui ont des capacités d'organisation et de transformation arrivent à faire survivre des petites structures comme ça. La majorité des agriculteurs qui sont sur des petites structures, soit ils ferment, soit ils sont repris par d'autres qui s'agrandissent et qui sont dans la course au quota, et parce qu'ils sont dans des schémas agriculteurs-producteurs. Ouais, où il y a un modèle de transformateur aussi. Ils s'en sortent. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup des modèles de transformation. À part les coopératives laitières du comté dans le Jura, qui, elles, font effectivement leur travail, les coopératives ont totalement abandonné leurs responsabilités. Regardez, dans la noisette, on a planté 400 ou 500 hectares de noisetiers là, dans le Lot-et-Garonne parce que tout allait bien. Cette année, ils ont divisé le prix de la noisette par 2 déjà. On va essayer de revenir au foie gras, puisque c'est l'objet de notre émission, mais enfin, les noisettes et le foie gras, ça peut peut-être se marier. Alors, vous parliez des alternatives au foie gras. En fait, il n'y en a pas, vous disiez les uns et les autres. Il y a quand même des expériences qui sont menées et qui montrent qu'on peut faire du foie, alors qui n'est pas appelé foie gras parce qu'il n'y a pas de gavage, il n'y a pas d'engraissement. C'est une expérience qui est menée dans une ferme expérimentale de l'Ariège. Vous voyez ce reportage qui est signé Marc Ratura. Ces foies d'oie de 400 grammes ne proviennent pas d'un marché au gras du sud-ouest, mais d'une ferme expérimentale de l'Ariège où il ne faut pas, mais surtout pas, parler de foie gras. La définition de foie gras ne peut être appliquée qu'à des animaux qui ont été gavés. Donc ici, nous avons des foies que l'on nomme pour le moment naturellement gras, car la surcharge graisseuse s'est faite spontanément par consommation naturelle des oies et pas du tout par l'acte de gavage. L'histoire commence dans un laboratoire de l'INSERM à Toulouse. L'équipe de recherche de Rémi Burcelin comprend que le diabète et l'obésité chez l'homme sont provoqués par des bactéries dans la flore intestinale. Les malades développent un engraissement du foie, ce qui rappelle quelque chose aux chercheurs. Les oies et les canards, avant de migrer, se gavent spontanément des graines, des fruits et de l'herbe bien grasse qui est issue de l'été, et puis s'envolent. Mais pour ce faire, elles doivent accumuler de l'énergie. Cette énergie, elle accumule notamment sous forme de gras dans le foie. Le principe est de se servir et d'amplifier cette particularité des oiseaux migrateurs. Ainsi, à peine sortis de l'œuf, on donne aux petites oies un biberon de 0,3 ml de ferments intestinaux. Ici, par exemple, une culture de bactéries intestinales qui va servir à coloniser les oisons à la naissance. 19 semaines plus tard, les oies passent à une alimentation à base de maïs. Les microbiotes sont en place et miracle, elles développent spontanément des matières graisseuses sur les abdomens et les foies. Nous avons observé que d'une part, en réglant la durée du jour et avec aussi l'installation du froid, les oies ont déjà tendance à manger naturellement davantage. Et d'autre part, grâce au microbiote que nous leur avons donné, donc aux ferments qu'on leur a administrés, l'alimentation est plus utilisée et va permettre de donner un engraissement plus important, notamment au niveau du foie. Dans le centre expérimental du Caudalais, 150 oies sont soumises à ce protocole. Dès 2020, la société Avivwell espère mettre en place une production de 10 000 oies de Toulouse à engraissement naturel. Professionnels de l'agroalimentaire et défenseurs du bien-être animal suivent l'expérience avec intérêt. Alors, est-ce que c'est une alternative crédible, acceptable Samuel Hérault, on voit ces oies qui se gavent au fond toutes seules d'elles-mêmes. Alors, on verra peut-être que c'est, pour la question à Olivier Desmarais, c'est peut-être pas applicable au canard, mais là, on est dans la situation que peut-être vous pourriez espérer.
Justement, vous mettez un petit peu le doigt dessus, quoi. C'est que là, que ce soit Aviwell en France ou que ce soit Pateria de Souza en Espagne, on travaille sur des oies. Les oies, on gave à peu près 300 000 en France par an, alors qu'il y a 35 millions de canards qui sont gavés. Le gros du sujet, il est là. Il y a 30 millions de canards qui sont gavés en cage. C'est là le sujet. Et si on veut une alternative au gavage, une alternative à la souffrance animale, il faut essayer de développer des mets 100% végétaux pour Noël. Donc nous, on propose un site qui s'appelle Vegan Pratique pour les personnes qui ne savent pas cuisiner le végétal ou n'ont pas de connaissances de leur entourage pour faire des tartinades végétales. Oui, l'objectif, c'est d'être végétarien. Des tartinades de marron. Vous vous rappelez que vous avez un cerveau parce que vos parents vous ont donné des protéines animales. Ça vous a aidé à vous structurer quand même. Non, les protéines, il y a des protéines, il y a des acides aminés dans les protéines. Vous ne pouvez pas dire protéines animales, protéines végétales. Vous avez des protéines d'origine animale et des protéines d'origine végétale. Là, justement, nos parents nous ont donné un cerveau, il faut s'en servir pour réfléchir à la société et réfléchir aux faits. Voilà. Pas pour dire n'importe quoi. Donc là, en l'occurrence, sur les oies, vous dites c'est tout à fait particulier, donc ça ne peut pas être un cas d'espèce, ça ne peut pas faire école sur les canards. Moi, je pense que ça va poser un problème, parce que c'est vrai que c'est intéressant, hein, tout à fait, très bien. Sauf que, d'après les chiffres que j'ai entendus, et je peux me tromper, en gros, on a 40% de réponses sur le troupeau, et les oies font à peu près 40% de ce que fait une oie gavée. Donc tout ça, ça veut dire que la productivité des 10 000 oies, ça va être 20%, en termes de foie, ça va être 20% de ce que produisent 10 000 oies gavées sur les méthodes classiques. Mais c'est peut-être des foies particuliers qui vont valoir 2 ou 3 fois plus cher que les oies. Je ne sais pas s'il y a le marché. Parce que M. De Souza, qui est le seul à avoir effectivement cette production de foie naturel, il en produit 500 kilos par an, il n'a pas de problème pour les vendre à 1 000 € le kilo. Mais si on commence à passer dans un process un petit peu élevé, qu'est-ce qu'on va faire de tous les sous-produits, de toute la viande qui va être produite? On va abattre des oies pour se rendre compte qu'elles n'ont pas de foie. Qu'est-ce qu'on va en faire? Enfin, je veux dire, ils n'ont pas fini de gérer toute cette problématique-là. Et puis, pour moi, c'est un marché de niche. C'est-à-dire, aujourd'hui, déjà, moi, quand je vends un foie gras de qualité, 25% de plus que les autres, en disant c'est quand même du travail, la première réaction, c'est de me dire que je suis trop cher. Comme je ne suis pas que agriculteur et que je peux dire aux gens, écoutez, de toute façon, si vous n'en voulez pas, je vais me débrouiller, ça se passe bien. Et aujourd'hui, les gens appellent, je dis, vous avez commandé ? Ils me disent, écoutez, l'année prochaine, vous commanderez. Voilà. On peut se permettre de faire cette commercialisation, des fois, mais dès qu'on va passer dans des volumes importants, on va se retrouver face aux problématiques industrielles qui est il faut les abattre, et finalement, il va falloir faire des économies quelque part. Parce que comment est-ce qu'on va valoriser cette viande ? Voilà, moi, je pense que ça va soulever pas mal de problèmes. Et puis, de toute façon... OK, au niveau de l'élevage, on aura supprimé quelque chose, mais il restera toutes les problématiques de souffrance animale qui reste le leitmotiv, qui est est-ce que tout le monde va abattre ça correctement, dans de bonnes conditions ? Est-ce que ça va être respecté ? À partir du moment où on va passer dans des process un peu plus intensifs. Vous parliez justement, Thierry Foll, de produits de luxe. Là, c'est le cas typique de ce qu'on a vu. Au fond, on comprend bien qu'il n'y a pas forcément d'alternative au gavage, si on s'en tient à ce que j'ai cru comprendre au terme de cette émission. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. Peut-être, il nous reste 2 minutes pour conclure. On a évidemment parlé du gavage. On voit bien qu'il y a une opposition vraiment entre vous. Et au fond, c'est un vrai débat de société et qui dépasse même la notion de gavage, puisque dans l'élevage, vous disiez, la souffrance, elle est peut-être un peu partout. Vous parliez des poules élevées en cage, des lapins. Et donc, est-ce que c'est pas ce système-là qui... Et là, on sort simplement de l'idée du gavage. Cette souffrance animale qu'il faut peut-être prendre plus en considération, à la fois les uns... Alors, vous, non, puisque vous militez, mais peut-être la profession, toutes les professions agricoles, Olivier Desmarais. Forcément... Moi, je dis qu'il n'y a pas de modèle agricole stable s'il n'y a pas de production animale, parce que les modèles agronomiques ont besoin de l'équilibre agriculture-élevage. Tout le monde n'est pas dans des situations ultra performantes de zones céréalières riches, et bientôt on va arrêter ou on va diminuer nos apports d'intrants dans tout ça. Et quelque part, le modèle précédent, qui était sur
une entité agricole donnée, il y avait un certain nombre d'animaux qui étaient élevés pour produire de l'autosuffisance, un peu de commercialisation et générer un système agricole stable et durable. Celui-là, il va falloir qu'on y repense. Allez, il nous reste 50 secondes pour répondre à monsieur Desmarais. La réponse, c'est que le végétal, on ne consomme plus de produits. Si vous voulez, on peut faire une émission sur ce sujet-là, l'avenir de l'agriculture et comment nourrir l'humanité sans souffrance, mais pas en 50 secondes. Ouais. Oui, non, mais mais je veux dire, votre avis à vous, c'est pour. Ah oui, nous, on veut aller vers un modèle agricole alimentaire sans exploitation animale. Oui, tout à fait. Oui. Oui. C'est la réponse définitive. Ça mérite. La réponse, c'est qu'il y a des endroits où on ne peut pas faire cette agriculture sans les animaux. Et moi, je connais beaucoup d'endroits où si on n'élève pas des animaux, on meurt. Aucune transition de cette ampleur ne se fera en quelques jours de toute façon. Mais à l'heure actuelle, si on parle de 2019, justement, c'est le fait qu'on nourrisse autant d'animaux sur la planète pour les manger qui contribue fortement à affamer 800 millions de personnes sur la Terre. Enfin, là, actuellement, sur la bio... C'est fini. Merci beaucoup. Le débat pourra durer, si vous voulez. Merci à tous les trois. Merci. Restez fidèles à Débadoc, à Disputant Doom. Merci.